quand tu es dans l'échec, ça te casse la tête d'être en échec. Tu vois ce que je veux dire? Tu réalises pas, c'est pas quelque chose de fun, c'est pas quelque chose d'agréable. Mais c'est plus comment tu vas prendre du recul sur l'échec durant ces 10 dernières années. Parce que lorsqu'on a lancé le site internet, au bout de 15 minutes, on fait 800 ventes, 800 abonnements. Parce qu'en amont, en fait, on a fait beaucoup de teasing sur les réseaux sociaux. Partager son expérience, ça passe par être légitime. Tu peux pas tromper les gens, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, ma définition d'authenticité, c'est d'être cohérent avec qui tu es et ce que tu proposes. En fait, si je le fais pas, je vais être quoi? Je vais être un black à succès de plus. Mais j'aurais fait quoi pour ma communauté? Qu'est-ce que j'aurais apporté pour les jeunes qui me regardent? Mais il y a des notions qui sont vitales. Donc, il y a une différence entre inculquer ces notions-là et vendre du rêve. Hey, what's up guys? Ray Antonio, votre host, et bienvenue à un autre épisode de Yellow Sea Podcast. Mon prochain invité, je vous amène un entrepreneur en série qui a des beaux succès derrière lui, puis ça va faire un plaisir de pouvoir partager. Puis aussi, c'est un agent de talent, donc ça, c'est un autre chapeau qu'on va pouvoir naviguer, super intéressant, surtout dans l'ère des médias sociaux, des talents que, tu sais, vraiment avant, on n'avait pas la chance de trouver, mais maintenant, on peut définitivement les identifier à cause de qu'est-ce qu'ils font. Puis on se rend compte que beaucoup de monde ont des talents assez spécifiques, assez de toutes sortes. Donc, ça va être un plaisir de voir vraiment ce qui se passe derrière ça. Avant tout, guys, je voudrais remercier à tous nos nouveaux abonnés qui viennent de s'inscrire au YouTube, sur TikTok, sur Instagram également. Allez nous suivre sur LinkedIn. Donc, on est en train d'exploiter cette plateforme à plein l'allure. Donc, vous allez voir vraiment tous nos entrepreneurs. Si vous n'avez pas un profil LinkedIn, je vous le recommande dès maintenant. Et si vous allez le faire, allez vous abonner justement à ma page Rinaldo Mendoza, mon nom complet. Mais sinon, vous savez déjà sur ma page personnelle, Ray Antonio. Il y a un autre shout-out que je veux donner avec notre fier partenaire. Donc, vous le savez déjà, guys. Aujourd'hui, on est jeudi. Et tous les jeudis, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas quoi cuisiner. Demain, c'est vendredi. Donc, on appelle ça jeudredi, en d'autres mots. Donc, il n'y a pas de cuisine qui se donne. On appelle la pizza, on appelle Salvatore. Et comme vous savez déjà, avec les 100 succursales qui ont partout au Québec, vous ne pouvez pas le manquer. Et quand vous allez chercher Salvatore, ben, vous êtes un fier à vous encourager le podcast à se développer également. Donc, je suis fier de voir que Salvatore est ici pour nous encourager, les créateurs de contenu du Québec. Utilisez le code promo YSP pour 10% de rabais. Et n'oubliez pas, c'est seulement applicable sur l'application et sur le site web. Ça ne va pas marcher sur Uber. Ça, je le dis plusieurs fois, ça ne marche pas sur Uber. L'application directement. Vous allez voir, moi, j'ai eu des ailes de poulet dernièrement. Buffalo, ils étaient on point. Est-ce que vous êtes prêts? Donc, vous pouvez le voir, il est à côté de moi. Je vous présente Jeff Santana. Bienvenue. Merci, salut, ça va? Ça va super bien, merci. Donc, ça fait un bout de temps que j'ai mes yeux sur toi. Je vois que tu as un profil assez intéressant. Donc, c'est un plaisir. Regarde, on s'est parlé juste avant, puis avoir un intérêt de venir ici sur la plateforme. Puis justement, quelque chose que je dois te dire, c'est que dans le passé, je pense aussi qu'est-ce qui m'a attiré vers toi à un moment donné où est-ce que j'ai eu on m'a pointé ton profil. C'était un de mes collègues, il m'a dit comment il faudrait que tu ailles voir ce gars-là. C'est l'agent de taille. L'affaire, c'est que je pense que en ce moment, on ne va pas se le cacher, c'est qui, comme un beau profil, vraiment quelqu'un qui started from the bottom, now he's everywhere. Puis tu es une des personnes derrière, mais on est toujours intéressé par, mettons, la célébrité, mais aussi des gens, des fois aussi, qui travaillent derrière ces gens-là. Donc, c'est là que quelqu'un m'a pointé comme « Hey, ça serait intéressant de parler, vraiment, voir c'est quoi la vie d'un agent, justement, d'une personne comme ça. » Mais c'est un sujet qu'on va aborder beaucoup plus tard. Mais sinon, comment ça va? Ça va super et toi? Super, super. Ton début de l'année, comment ça avance? Bah écoute, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Toujours les bonnes résolutions de début d'année, beaucoup de sport. On prépare 2025, 2026 surtout. Là, c'est bon que tu anticipes 2026 déjà. Bah, on essaye en tout cas. Tu es un visionnaire. Je ne sais pas si je peux dire que je suis un visionnaire, mais c'est souvent au début d'année qu'il faut prévoir, se projeter pour justement essayer de caler différents projets pour ne pas être un peu sous l'eau, avoir la tête sous l'eau. Donc j'aime bien vraiment en amont toujours prévoir un peu les prochains mois et par conséquent aussi la prochaine année.
avance. Ben, c'est bon. Puis ça, tu sais quoi, ce que je réalise derrière ce que tu viens de dire, c'est énormément de sagesse en entrepreneuriat. Parce que je pense que, tu sais, quand on débute, surtout, notre première préoccupation, c'est aller chercher de l'argent immédiat parce qu'il faut payer les bills, il faut avancer, tu sais, on a une vie à vivre. Au fur et à mesure qu'on avance, on commence à comprendre, tu sais, vraiment c'est quoi notre déroulement, notre processus, les opérations, quand ils fonctionnent, où est-ce qu'on veut aller, la croissance. Puis on se rend à un niveau où est-ce qu'on est capable de peut-être établir en 3 mois, 6 mois, 1 an. Donc, tu sais, je trouve ça comme, si tu vois déjà que c'est pertinent d'aller commencer à voir même et planifier peut-être 2026, sachant qu'on est au tout début 2025, moi, ça me démontre que, OK, ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu fais? Ça fait combien de temps? Tu es en entrepreneuriat? Wow. Plus de 10 ans. Plus de 10 ans? Plus de 10 ans. Après, je pense que j'étais entrepreneur avant, mais sans forcément le savoir, tu vois. Mais tu avais un esprit. Ouais, exactement. Exactement. J'avais un esprit entrepreneurial. J'ai commencé dans l'associatif et j'y ai pris goût, naturellement. Okay. C'est pas quelque chose que j'ai essayé de forcer ou quoi. C'est quelque chose qui s'est présenté à moi et que j'ai fait sans savoir même que je faisais de l'entrepreneuriat, en fait. Mm-hmm. Tu vois, quand à l'époque, j'étais vendeur au marché aux puces. Mm-hmm. Et même avant, je sais plus. Des fois, j'ai des problèmes avec les dates. Je te comprends. Mais je sais qu'à 16-17 ans, je vendais beaucoup dans mon quartier, je vendais beaucoup de vêtements. C'est-à-dire parce que j'ai la chance, d'où je viens, en fait, Aubervilliers, il y a une grosse zone industrielle. Je crois que c'est l'une des plus grosses d'Europe. Zone industrielle, c'est un peu comme où on se trouve actuellement. Ici. Et il y a des grossistes. Tu peux acheter des jeans, des t-shirts, ce genre de choses en gros. Et souvent, ce que je faisais, moi, après ma journée de travail, le week-end, j'avais des lots de vêtements que je mettais dans le coffre de ma voiture, donc 18 ans plutôt. Et j'allais dans ma ville, de quartier en quartier, je proposais, j'ouvrais le coffre, je vendais des fois, j'avais des parfums, souvent même. Je vendais des parfums, toujours des petits trucs qui me passaient sous la main, tu vois. Mais ça, c'est une forme d'entrepreneuriat. Ça, c'est du... Puis je pense que, tu sais, vraiment, l'entrepreneuriat, beaucoup de gens que j'ai interviewés, ils avaient ce genre de hustle-là où est-ce que je vois une opportunité de prendre quelque chose, puis, tu sais, c'est l'offre et la demande. C'est déjà que les gens, comme, dans ton quartier, comme ce que tu vendais dans ton cas du linge, ils seraient intéressés à ça. Exactement. Fait que tu le pousses, puis, tu sais, comme... moi, je trouve ça, c'est du pur hustle, puis je réalise aussi, tu sais... Au fur et à mesure que j'avançais dans le podcast, je me posais la question, c'est quoi qu'on fait ici exactement? T'sais, oui, je parle des entrepreneurs, mais quand j'ai exactement compris des petites histoires comme ça, c'est que, tu sais quoi, au podcast, on raconte les histoires des hustlers. Ouais. Parce que c'est toujours intéressant de voir qu'est-ce qui venait avant, puis voir, parce qu'au moment que tu as fait ça, le sentiment que tu en voulais, tu dis comme, où est-ce que je peux amener ça? Qu'est-ce que c'est la prochaine chose que je pourrais peut-être hustle? Exactement. C'est toujours commencer. C'est quelque chose que je répète souvent, mais c'est très important quand tu entreprends quelque chose de commencer petit, à ton échelle, à ton niveau humain. Tu peux avoir de grandes ambitions, de grands rêves, mais c'est important d'être humble dans ses ambitions. Pourquoi? Parce que ça va te permettre d'être plus pragmatique. Mm-hmm. Tu vois? Moi, à cette époque-là, honnêtement, je n'ai pas forcément les moyens pour ouvrir, pour le développer à grosse échelle. C'est juste, je sais que je suis dans la vente. C'est une compétence que je maîtrise. J'ai accès à des fournisseurs localement. Donc, j'achète un lot, je le revends. Avec l'argent que je fais, j'achète un deuxième lot. Je continue à le revendre. Exactement, je fais un re-up. Et après, il y a des notions qui rentrent petit à petit. Parce que je sais que, par exemple, dans les jeans que j'ai, il y a beaucoup de... Je sais pas, moi, je vais te dire un exemple. J'ai beaucoup de 34. Je sais que moi, ma clientèle, ils vont plutôt mettre du 34, tu vois. Donc, je dois commencer à penser à acheter plus de... C'est de la gestion des stocks, en fait. Mais à l'époque, ce serait te mentir de te dire que j'ai cette notion-là. Je le fais sans le savoir. Sans savoir, c'est vrai. C'est après, par la suite, quand je
poursuis mes études, etc., notamment plus dans l'entrepreneuriat, bah, on nous apprend, on nous donne des cours de gestion et je me reconnais un peu dans ce que j'ai fait back then, avant, tu vois. Là, tu vois une théorie. Une théorie, Qui exactement. s'applique à ce que tu faisais. Exactement. Et cette théorie-là, bah, elle va m'aider à, on va dire, perfectionner ma pratique. C'est fou. Moi aussi, je l'ai compris ça quand j'étais à l'université. On dirait que justement, tu vois la théorie, puis je suis comme, fait qu'est-ce que je faisais dans le temps? Ça porte un nom. Exactement, c'est ça. Ça porte vraiment une façon, tu peux l'apprendre. Mais tu sais quoi? Le street smart, c'est quelque chose d'autre aussi que je trouve que, tu sais, ça devrait s'enseigner, mais comment tu l'enseignes? Parce qu'on dirait que le street smart, ça s'enseigne quand tu habites dans le hood. Quand vraiment tu as des adversités, puis tu as vraiment tes contre-courants, mais tu as des ambitions à la fois. Moi, je dirais oui et non. OK, dis-moi. Oui, parce que bah, forcément, quand tu viens d'un hood, comme tu dis, tu n'as pas le choix, c'est ta réalité. Mais avec du recul, je me rends compte aussi que tu as des gens qui ont des réalités très similaires avec des quartiers, on va dire, défavorisés. Pourtant, quand tu entends la ville dans laquelle ils vivent ou dans laquelle ils ont grandi, tu ne vas pas forcément te dire qu'il y a ce genre de réalité-là. Tu vois ce que je veux dire? Je peux comprendre. Donc, c'est pas juste... Je pense que le street smart, comme tu dis, c'est pas propre uniquement à si tu viens d'un hood. C'est vraiment par rapport à ta réalité, tout ce qui est autour de toi. Si par exemple tu vis dans un village qui est un peu excentré, qui est un peu long ou quoi que ce soit, tu n'as pas le choix d'essayer, et tu es un jeune, tu veux te faire un peu d'argent, etc. Tu ne vas pas avoir le choix de réfléchir à comment tu peux essayer de faire des petites choses à ton échelle entrepreneuriale. Donc, c'est plus de comment tu vas te servir de ton environnement, quel qu'il soit. Peu importe, tu es dans un environnement, tu regardes ce qui t'entoure et tu te dis, OK, avec cet environnement-là, avec les armes que j'ai entre les mains, voici ce que je peux faire. Et ça développe un peu un mindset. Effectivement. Puis tu parles d'environnement parce que, encore là, si on va dans le côté théorique d'université, même marketing, tu as deux types d'environnement. Celui que tu contrôles et celui que tu ne contrôles pas. Donc, tu dois essayer de naviguer, OK, qu'est-ce que je contrôle, qu'est-ce que je suis capable d'aller chercher? Tu connais des fournisseurs. Tu connais, genre, la taille moyenne de tes clients potentiels ou de tes clients. Et je l'apprends au fur et à mesure. Puis, à un moment donné, tu te dis, comme si le fournisseur te dit, hey, j'ai des 38, je suis comme, non. Exactement, c'est ça. Puis, c'est drôle, ça. C'est très nice parce que je trouve qu'il y a énormément de personnes qui, vraiment, ils développent ça, mais encore là, sans le savoir. Puis, tu sais, les environnements externes, c'est que, tu sais, OK, si toi, admettons, on va prendre dans certains de nos pays, tu sais, je prends Miami, par exemple, un voyage que j'ai fait dernièrement, mais tu vois la madame au coin de la rue en train de vendre des bouteilles d'eau. C'est du hustle, en train de vendre des bouteilles d'eau froides pendant qu'il fait des grosses chaleurs. Puis j'observe ça, je suis comme, c'est du hustle, mais tu sais, admettons, l'environnement que tu contrôles pas, c'est que s'il commence à pleuvoir intense, si un ouragan, tu sais, comme tu contrôles pas ça, tu peux pas les vendre, genre. Mais tu t'adaptes, tu changes peut-être d'environnement, tu vas à une autre place où est-ce que peut-être il fait plus beau, ainsi de suite. Mais c'est une façon de bien dire. Moi, serais-tu prêt à dire que, tu sais, moi, ce que j'ai toujours essayé de trouver une description de c'est quoi, genre du street smart également, puis ce que je suis venu de ma propre conclusion, c'est beaucoup comprendre la psychologie humaine. Serais-tu d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord, parce qu'en fait, pour résumer ce que tu dis, c'est faire preuve d'empathie. À partir du moment où tu as un produit ou un service que tu veux vendre, il faut comprendre à qui tu le vends. Et pourquoi. Et pourquoi tu le vends. C'est qui ton client potentiel. Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi l'approche que tu as? Et l'empathie, je suis 100% d'accord avec toi que ça fait partie d'une qualité clé qui peut faciliter. Il n'y a pas que ça, mais ça aide beaucoup pour pouvoir être le plus précis possible. Définitivement. Dans ta démarche. Super. Mais gars, tu vois, je pense que je comprends à peu près certaines choses déjà, comment tu vois les choses. C'est intéressant. Je voudrais enchaîner avec notre segment de notre cher partenaire ici, Shop Santé. Donc, moi, ce que j'ai appris derrière l'entrepreneuriat, c'est vraiment que tu peux foncer, tu peux avoir tous les succès, tu peux avoir toute la formule,
Mais si toi, ta machine interne, toi-même, t'es pas lubrifié comme il faut, tu vas pas, genre, avancer. Et ce partenaire-là, je sentais, par exemple, moi, ce que ça m'a donné une grande réalisation, c'est le bien-être de soi. Se connaître à soi, connaître ses limites, prendre soin de soi-même. Tantôt, je disais, tu sais, le sommeil. L'importance du sommeil, par exemple, mais aussi, tu sais, le besoin de bien s'entraîner, de bien manger, d'avoir un bon environnement qui est sain. Puis, j'ai développé ce segment-là de façon à vouloir comprendre tous les invités qui viennent ici. Toi, comment, quand tu es dans une période de pression, de stress, mais de volonté aussi à toujours vouloir courir après tes objectifs, comment tu fais pour balancer ta vie? Parce que tu as une vie pas personnelle, tu as une vie professionnelle, puis tu as toi-même aussi. Donc, tu sais, autant ton physique à toi, comment tu le maintiens pour qu'il soit toujours, tu sais, vraiment prêt à aller à la prochaine étape? Comment ton mental aussi, tu le conditionnes qu'il soit bien, genre, focus. Et comme je te dis, par soi-même, ta spiritualité. Ouais. Comment tu t'en occupes, toi? C'est quoi, genre, toi, tes trucs? Déjà, j'essaye toujours, surtout ces derniers temps, je mets un gros focus sur bien s'alimenter, sur bien manger, comprendre ce que je mange. Tu vois, j'ai découvert que j'étais intolérant au gluten, je ne savais même pas. Oh, wow. Je ne savais même pas ce que c'était. Tu sais, je mangeais peu, mais j'étais toujours ballonné, je n'étais pas bien. Et quand j'ai approfondi un peu les recherches, j'ai consulté et tout, on m'a fait comprendre que j'étais intolérant au gluten. Donc déjà, je me suis éduqué sur mon alimentation. Et moi, pour ma part, ce qui m'aide beaucoup, c'est la méditation, faire du sport et la spiritualité. Tu vois, ça c'est ce que je mets au centre un peu de ma vie au quotidien. Et personnellement, moi, c'est ce qui m'aide. Est-ce que tu médites tous les jours? Parfois, genre, quelle fois par semaine? Quand je parle de spiritualité, le fait d'essayer d'entretenir une connexion spirituelle et tout, c'est une forme de méditation pour moi, tu vois. Donc, ouais, on va dire que je médite tous les jours, en fait. Non, c'est bon. Puis, tu sais, quand j'ai compris, tu sais, l'important de la spiritualité, surtout dans l'ère qu'on est, tu sais, tout le monde, genre, il y a des personnes que leur journée va être basée sur si Saturne est aligné avec, avec toi-même. Ça, c'est spécial. Whatever float your boat, mais je trouve que la spiritualité, où est-ce que moi je l'ai compris, c'est quand tout est obscur, par exemple, puis tu peux seulement dépendre sur toi-même, puis que tu fermes les yeux, puis que tu sais te trouver vraiment en dehors de ton corps, vraiment cette volonté de toujours vouloir continuer, puis poursuivre vraiment tes objectifs. J'ai passé par une période un peu obscure dans les dernières années, puis encore là, comme je sais de comprendre pourquoi. Puis je pense que c'est de me refléter moi-même me permettait quand je me suis retrouvé, parce que j'avais perdu certaines habitudes qui me permettaient de toujours foncer, puis j'ai décroché ces habitudes-là. Puis quand j'ai compris, genre vraiment que, oh non, il faut que je reconnecte avec mes habitudes qui me permettaient de toujours avancer, c'est là que j'ai compris, oh, OK, comment t'es rodé. Puis c'est là que, admettons, ce segment-là, pour moi, est venu genre à se développer. Voir où est-ce que les personnes sont, non? Parce que c'est intéressant, j'ai eu un invité, par exemple, lui, j'ai posé la question, puis il était toujours à la recherche. Il dit comme, je sais pas. Je pense qu'il faut que je travaille sur ça. Puis autant il y a des mots qui ont dit, moi, j'ai pas de balance, je fais juste poum. Fait que c'est toujours intéressant de voir les réponses des gens, puis intéressant, comme tu dis, l'alimentation. Ouais, ça veut. Moi, je viens de commencer un nouveau plan alimentaire, là, puis tu découvres en toi-même qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce qui est mauvais. Je fais des prises de sang au moins une fois par année. Okay. T'en as-tu fait, toi? T'en fais-tu? Moi, j'en ai fait cette année. Enfin, l'année dernière, pardon. Tu le fais-tu de façon réactive ou proactive? J'essaye de faire quand même souvent des bilans. C'est bon. Des bilans de santé pour être sûr que tout va bien. Donc, c'est pas quelque chose qui est dans... on va dire c'est avec le temps que j'ai compris l'importance de la santé. Et plus j'avance dans ma vie, plus je fais attention, tu vois. Donc, ces 3 dernières années, je fais régulièrement des bilans pour être sûr que tout va bien.
Le plus on vieillit, le plus j'encourage les gens à le faire, surtout. Ouais, c'est très important. Surtout quand je réalise, tu te rapproches de la quarantaine, je sais pas de quel âge, je me rapproche de là, à pas rapide. Et puis surtout avoir une famille, tu es comme, OK, il faut que... Tu peux pas attendre de te retrouver à l'hôpital pour commencer à diagnostiquer, là, c'est où que ça va mal. Exactement. Fait que même mentalement, hein. Souvent on parle du physique, mais il faut aussi essayer de checker ce qu'il y a au niveau mental. La santé mentale, c'est super important. Dernièrement, j'ai appris que quelqu'un aussi n'allait pas bien mentalement, puis comme, c'est quoi qui se passe, t'sais, parce que d'un point de vue médias sociaux, tout va bien. Tout va bien. Puis ça, c'est le gros piège que, je pense qu'énormément, on commence à réaliser que... Les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Hein. Non, c'est une belle façade. C'est un outil. C'est un outil qui peut servir comme qui peut desservir. C'est un outil qu'il faut savoir maîtriser et il faut prendre du recul. Beaucoup. Il ne faut pas idéaliser un peu ce que tu vois sur les réseaux sociaux parce que n'importe qui peut faire croire ce qu'il veut sur les réseaux, tu vois. Ouais, définitivement. Surtout avec un AI maintenant, là, qui peut tout déguiser. Ben voilà, tu as vu le truc avec Brad Pitt, là? Ah! Il y en a énormément, ça commence à sortir. C'est drôle parce que, selon moi, je pense qu'on va atteindre un avenir où est-ce qu'il va y avoir une plateforme de médias sociaux qui va être gérée par un AI et tous les abonnés, ça va être juste des AI. Je sais pas, mais c'est possible. Je sais pas pourquoi. Ça me choquerait pas. Ouais, parce que je vois, genre, tu sais, admettons, ce qui se passe avec Twitter, par exemple. Comme, c'était quoi, genre, un chiffre ridicule, genre 70% c'était des bots. Ah ouais? Un nombre ridicule, là, plus que 50%. Ah, c'est fou, ça. Que c'était des bots. Fait que si tu as un compte, puis tu as quelqu'un qui répond, ça pouvait être un bot. Okay. Puis même le profil, c'était un bot, puis le commentaire, c'était un bot. C'est comme... Fait que c'est pour ça que je me dis, comme à un moment donné, on va se rendre à vraiment une plateforme où est-ce que c'est que des bots qui dirigent un peu la matrice, là, comme des machines partout. Puis j'ai réécouté dernièrement. Ça m'a comme un peu comme... Je sais pas si... Es-tu un fan de ce film-là? Matrix? Ouais. Ouais, je l'ai vu. Je l'ai regardé plusieurs fois, les trois. Mais j'ai pas vu le dernier. Mais les je me suis endormi sur le dernier. Les trois premiers, j'ai regardé, ouais. Mais j'ai écouté le premier dernièrement, puis... Comme... C'est drôle parce que j'ai vu dernièrement, mais tu sais, plus on avance, plus on dirait que ça a du sens. Encore là, je reprends la scène où est-ce que sont en train de déploguer genre de la bulle, genre Neo, puis la machine utilise l'être humain pour l'électricité. Puis j'ai vu genre, j'avais vu quelque chose d'autre qui est en train de se passer en vraie vie, où est-ce que je pense que c'est en lien avec les médias sociaux, mais où est-ce que tu sais vraiment l'interaction des êtres humains font avancer les machines. Je suis comme, attends, il y a comme un lien un peu étrange. Après, la fiction, elle est souvent inspirée de la réalité. Ou d'une réalité qui peut, définitivement, mais qui peut se produire. Mais ces gars-là, c'était en avance. C'était en Matrix 1, le 99. Là. Ouais. Hey, ça fait genre 25 ans. Là. Ouais, c'est fou. Les gars, ils devaient... Ils ont consommé quelque chose de très puissant pour écrire ce script-là. Bon. Tu me parlais, ça fait à peu près une dizaine d'années que là, tu es en business. On dit souvent, tu un proverbe que on a peut-être vu plusieurs fois. Ça prend, je le dis en anglais, ça sonne beaucoup mieux. It takes 10 years to become an overnight success. Est-ce que tu es d'accord avec ça? 100%. Ça ne veut pas dire que c'est une réalité absolue. Ça ne veut pas dire qu'en vrai, le succès va venir qu'après 10 ans. Il y a des... Tu sais, tu as comment dire? Tu as des réussites qui se font en un clin d'œil, mais ce n'est pas la norme. Et qui dit succès, dit échec. Tu vois ce que je veux dire? Yeah. Quand tu es dans l'échec, c'est faux que... En fait, c'est aussi l'échec, ça devient une trend. Ouais, j'ai échoué, etc. Mais quand tu es dans l'échec, ça te casse la tête d'être en échec. Tu vois ce que je veux dire? Tu réalises pas, c'est pas quelque chose de fun, c'est pas quelque chose d'agréable. Mais c'est plus comment tu vas prendre du recul sur l'échec durant ces 10 dernières années, le recul que tu vas prendre sur les échecs que tu peux rencontrer, qui va te permettre justement de ne pas reproduire. Tu vas toujours faire des erreurs, mais d'essayer de limiter les erreurs que tu es amené à faire naturellement. Mm-hmm.
Et quand on dit 10 ans, en fait, c'est juste la résultante de l'expérience. Ouais. C'est un long chemin, tu sais. L'entrepreneuriat, c'est pas un long fleuve tranquille, tu vois. Définitivement, non. C'est pas facile. Je me rapproche de ce 10 ans. Cette année, je suis en train de faire mon 9 ans dans Ça fait 9 ans que... OK. Ben, 9 ans que j'ai lancé mon agence marketing officiellement en 2016. OK. En 2014, comme j'avais de... Thanks. T'sais, en 2015, j'avais déjà comme le branding. Je commençais à pousser. Mais j'étais toujours en emploi. En 2016, c'est là que on m'a congédié mon dernier emploi. L'oiseau est sorti. OK. Je suis en train de me rapprocher du 9 ans, puis je pense exactement ce que tu dis. C'est comme, au fur et à mesure que tu fais des échecs, réussites, ben, plus tu te rapproches, admettons, de ce chiffre magique, on pourrait dire, tu vois que les succès sont beaucoup plus gros, les réussites. Les échecs aussi peuvent être assez majeurs rendus à cette étape-là, parce que peut-être ta tolérance au risque est beaucoup plus élevée et tu vas plus miser. Mais tu mises plus la même façon. Exactement. Là, tu calcules, là, tu sais déjà qu'est-ce qui marche et ce qui ne marche pas. Exactement, c'est ça. Ton crayon est aiguisé. C'est une formation qui fait mal, Ouais. mais qui est une formation quand même, donc forcément, tu apprends. OK, fait on dit, ça fait 10 ans. C'était quoi ta première business? Par où tu as commencé? Comme je t'ai dit, on va dire de manière plus à haute échelle, j'avais lancé un site de e-commerce par abonnement qui s'appelait Beerbox. C'est un concept qui existait déjà, que j'avais découvert aux États-Unis. En gros, on a développé un site internet, un site de e-commerce, où le navigateur se présentait sur notre site, il remplissait un questionnaire. Et en fonction de ce questionnaire-là, nous, on lui a envoyé une box avec des produits et des services qui correspondent à son lifestyle. OK. Tu vois, c'était une box surprise. Intuitif. Donc, la personne avait la possibilité d'acheter un mois, si elle n'était pas convaincue, un mois one shot, 3 mois, 6 mois. Si elle prenait par exemple l'option de 6 mois, durant 6 mois, elle recevait une box avec différents services et produits, comme je t'ai dit. Et nous, en fait, en parallèle, on allait chercher des partenariats avec des gens qui voulaient faire découvrir leur brand. Des fois, on recevait aussi des testeurs pour justement, à chaque fois, créer la surprise le plus souvent, c'est-à-dire de faire en sorte que la personne qui recevait cette box, les produits et les services soient vraiment bien targetés dans son lifestyle. Tu me suis? Que ce soit un homme ou une femme. Donc, c'était ça a été, comment dire, une très belle aventure. Parce que lorsqu'on a lancé le site internet, au bout de 15 minutes, on fait 800 ventes, 800 abonnements. Parce qu'en amont, en fait, on a fait beaucoup de teasing sur les réseaux sociaux. Suite à ça, on a eu la chance d'être en incubateur. Donc, on a pu... c'est comme une sorte de... On a pu bénéficier de locaux, parce qu'on avait besoin de bureaux, etc. On n'avait pas forcément les moyens de s'acheter de louer des bureaux, pardon. Et j'avais toute une équipe autour de ce projet-là. D'ailleurs, c'est ma première expérience, on va dire, un peu plus poussée. Et c'est la première aussi expérience où j'ai pris du recul, dans le sens où j'ai fait beaucoup d'erreurs sur cette expérience-là. Et ça m'a permis par la suite, après, dans l'autre business que j'ai lancé, de me dire, OK, là, je m'en vais dans un autre business, je lance un autre business, mais il ne faut absolument pas que je reproduise les erreurs que j'ai faites sur Beerbox, parce qu'en plus, les erreurs que j'ai faites sur Beerbox, c'était des erreurs qui étaient propres à moi-même. C'est pas parce que, encore une fois, on avait le bon produit, le concept fonctionnait. Le concept est quand même assez intuitif. C'est pas un concept qu'on a inventé, on n'a pas inventé l'eau chaude, c'est-à-dire qu'on a reproduit avec notre réalité. Mais à ce moment-là, tu sais, j'ai 23, 24 ans. Ça, c'était quoi, 2015, 2016? C'est 2014. OK. 2014. Et à ce moment-là, en fait, il y a une hype parce que c'était très start-up, l'esprit start-up. Il y a une hype autour de ça. Donc, on m'invite dans des conférences pour parler d'entrepreneuriat, mais je ne suis pas forcément légitime à cette époque-là, parce que c'est ma première grosse expérience. Tu vois ce que je veux dire? On m'invite à la radio. Donc, au final, petit à petit, je passe plus mon temps
à raconter ma vie d'entrepreneur, de jeune entrepreneur, que de me concentrer réellement sur l'opérationnel. Donc, ça a été une très belle expérience. On a accompli de très belles choses, mais je n'étais pas assez concentré sur ce projet. Dans le sens où j'ai fait des erreurs qui ont coûté, je pense, la vie à ce projet-là. Puis, des fois, il faut les faire. Ouais. À ce moment-là, de toute façon, pour moi, je ne les vois pas comme des erreurs, c'est avec du recul. Avec du recul, je prends le temps de faire un bilan, tout ce qu'on a fait de bien. Après, tu sais, les choses qu'on a fait bien, je m'en fous. Moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qu'on a mal fait. Qu'est-ce que j'ai mal fait, pardon. Tu vois ce que je veux dire? Parce que en sachant ce que j'ai mal fait, ça va me permettre de me dire, OK, il ne faut pas que je refasse ça. C'est ça la beauté de l'entrepreneuriat, c'est que on apprend des leçons qui vont nous suivre pour le reste de la vie. Puis, contrairement à peut-être aller chercher une éducation académique, où est-ce qu'on va te dire vraiment, tu vois, parce que admettons, si quelqu'un aurait pris ton histoire, juste cette première histoire-là, à l'université, commencer à parler de, OK, ben regarde, l'entrepreneur n'a pas passé assez de temps à focus sur les opérations, puis tu peux le dire à tout le monde des millions de fois. Une petite parenthèse, à ce moment-là, je suis étudiant. En plus. À ce moment-là, je suis étudiant à l'université, je suis en master, je passe un master degree en entrepreneuriat et innovation digitale. Mais, ça encore une fois, c'est mon opinion, c'est mon histoire. J'avais pas de raison même si peut-être que c'était pour le branding, pour mon personnel branding, c'était hype, j'étais pas forcément légitime. Tu te sentais pas comme... Non, je ne suis pas forcément légitime parce qu'en fait, tu sais, après cette expérience-là, j'ai jamais repris la parole. J'aurais pu prendre la parole par la suite, mais j'estimais que pour moi, prendre la parole, partager son expérience, ça passe par être légitime. Tu ne peux pas tromper les gens, tu vois ce que je veux dire? Et quand bien même ça aurait été un succès dès le début, enfin, c'était un succès au début en termes de chiffres, mais ça se peut que ça aurait pu être juste un coup de chance. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Donc, prendre la parole, ça m'a aussi appris à être humble. Cette expérience-là m'a appris à être humble, à faire preuve de beaucoup d'humilité dans ce qu'on fait. Tu as senti, tu sais, quand tu dis que tu as pris du recul aussi, tu sentais que ton ego a pris un coup vers la fin de ce projet-là? Non, parce que j'étais dedans. J'étais à fond dedans. Je n'avais pas forcément... Tu sais, quand tu es en plein dedans, quand tu vis le truc, t'es pas... Tu vois pas les choses. C'est juste devant toi, là. Exactement. Okay. C'est par la suite, quelques années après, quand j'ai voulu faire j'ai pris le temps de faire cette analyse-là, que j'ai fait un petit bilan, tu vois, personnel, que j'ai dit, OK, ça, on l'a dead. Ça, c'était lourd. Ça, c'était bien. Ça, on a merdé. Ça, j'ai merdé. Et tu vois, c'est important de savoir se remettre en question constamment. Mais je pense que le fait que même tu réalises tes erreurs, ça, c'est, je pense, une grande erreur aussi que des gens ne font pas, c'est que c'est trouver la cause, elle vient de où et à cause de qui, sans se rendre compte que c'est... Mais à partir du moment où c'est toi le porteur du projet, peu importe, même si ça vient si c'est une faute d'un des membres de ton équipe, de ta team et tout, c'est toi le fautif, ouais, c'est toi le porteur du projet. Ça, c'est drôle parce que j'ai vu... il y a comme un genre de meme que j'ai vu, c'est dit comme quand l'équipe gagne, on célèbre. Quand l'entreprise fait bien, on célèbre l'équipe au complet. Mais quand l'entreprise fait mal, c'est la faute du leader. Moi, je suis totalement en adéquation avec ça. Chacun doit prendre ses responsabilités. Un entrepreneur, c'est aussi quelqu'un qui sait fédérer une équipe autour de lui. Qui dit fédérer une équipe autour de soi, c'est des gens qui te donnent leur confiance. C'est-à-dire qu'ils te font confiance pour mener à bien le bateau. Mais ils sont tout autant importants que toi. Définitivement. Tu vois, ils ont juste décidé, OK, c'est toi qui vas mener la barque. Ça ne veut pas dire que c'est toi la barque, non. Toi, tu mènes la barque, on fait confiance en ta vision, on fait confiance au chemin que tu veux emprunter. Donc, tu as une responsabilité, vu que tu as des gens qui te font confiance. Donc, c'est normal que si tu fais des erreurs,
que ce soit toi qui porte le chapeau. Ça fait partie aussi de 100%. l'entrepreneuriat et de l'entrepreneur. J'essaie de voir vraiment peut-être une analogie par rapport à le capitaine d'un bateau. Puis, parce que le capitaine va dire on s'en va de cette direction-là. Fait que chacun a son poste. Puis il y a des postes que le capitaine ne peut pas faire parce que je ne le maîtrise pas, mais toi, tu le fais très bien. Mettons, là, il va y avoir une personne qui va lire la map, qui va dire OK, ben il faut. C'est la plus importante limite. Fait que, il y a un talent beaucoup plus important qu'admettons, genre le capitaine. Puis on peut dire que c'est peut-être le CFO dans un point de vue entreprise. Mhm. Mais tu sais, ce que j'ai appris aussi, c'est entoure-toi de personnes plus intelligentes que toi. Ah oui, définitivement. Ça, c'est super important. Parce qu'en fait, le but, encore une fois, c'est pas chacun a sa vision propre à l'entrepreneuriat, mais le but, c'est quoi? C'est de viser l'excellence et de s'améliorer. Mhm. Si tu es entouré de yes men, entre guillemets, de personnes qui disent oui à tout, qui ne sont pas dans le contre-pouvoir au bon moment, qu'il n'y a pas de brainstorming et que toi aussi, en tant qu'entrepreneur, tu n'apprends rien de tes collaborateurs ou de ton équipe, je ne pense pas que ça peut être vertueux. Je ne pense pas que ça peut être sain parce que justement, il faut le plus important, surtout en 2025, c'est l'information. Il suffit que dans ton équipe, tu as un mec, je sais pas moi, qui est passionné, on est sur le bateau, il est passionné de tout ce qui est fond marin. Il va te dire, attention, sur ce chemin-là, c'est rempli de requins. Tu vois ce que je veux dire? Il va te donner une information qui est déterminante, en fait, dans la trajectoire que vous devez emprunter, que vous allez décider d'emprunter. Donc, c'est super important d'être entouré de personnes qui sont différentes de toi, mais qui ont un knowledge comme le tien ou même plus que toi, pour que ce soit un combo explosif, pour que vous soyez complémentaires. Ça, on peut très, très bien le voir dans la dynamique des équipes sportives, par exemple. Exactement. Comme tout le monde est bon. Exactement. Mais chacun a son talent. C'est ça. Chacun a sa position. C'est ça, exactement. Et quelle était la business qui a suivi par la suite? Une fois que tu as appris de cette entreprise-là, quelle a suivi? À ce moment-là, je suis en France. Et juste après, juste après, où Beerbox encore, justement, on est en feu, entre guillemets, j'ouvre ma boutique. Ça s'appelle Food Corner. C'est une franchise d'un groupe qui est en plein développement à cette époque-là. Donc toujours un peu tout à l'heure, je t'ai dit, j'étais dans la vente de textiles. Mm-hmm. Donc, je gère cette boutique-là. En parallèle aussi, j'aide beaucoup sur le marketing, sur les réseaux sociaux, le groupe en question, pour faire exploser par conséquent la marque et la boutique. OK. Donc là, ça me permet aussi d'apprendre... tu vois ce que je te disais tout à l'heure quand j'ouvrais le coffre de ma voiture sans savoir que j'entreprenais parce que je vendais des vêtements et tout. À ce moment-là, ça me permet d'apprendre, d'allier déjà ce que j'ai vu à l'école, gestion des stocks, prévision, etc., mais dans le concret. Là, j'apprends à vraiment dans le dur à gérer des stocks, gérer le marketing, gérer les équipes, le management, tu vois. C'est des choses que je vois à l'école, mais là que j'apprends sur le tas. Et ça, c'est une super expérience que je connais parce qu'on réussit à cette époque à... Comment t'expliquer? C'est comme si tu dis, il y a une boutique, Food Corner, pour les gens qui ne savent pas, c'est du prêt-à-porter, mais très sportswear urbain. OK, ouais. Donc, c'est comme si tu dis que tu as une boutique à Saint-Léonard, Saint-Michel ou Montréal-Nord et tu réussis avec un marketing tellement fort, à la faire exploser dans tout le Canada. C'est-à-dire qu'il y a des gens de partout au Québec ou au Canada qui se déplacent pour venir dans ta boutique pour acheter. Ça veut dire qu'en gros, on développe une identité super forte, un street marketing très très fort avec beaucoup de marketing d'influence. On fait venir beaucoup d'artistes. On est, tu sais, à l'époque, on est encore dans l'ère de Facebook, il y a Instagram, il y a Snapchat, mais nous, on se concentre plus sur Snapchat et Instagram.
Tu vois, on délaisse un peu Facebook parce qu'on sait qui est notre clientèle, qui est la clientèle qu'on veut viser. Et franchement, ça, c'est une très belle aventure. Aujourd'hui, le groupe Food Corner, il possède plus de, je sais pas moi, 60 boutiques, 80 boutiques, tu vois. Au début, qu'on est dans le marketing, qu'on participe au développement, on est quoi? Il y a peut-être, on est la 3e franchise, je pense. Que vous êtes dans les débuts. Ouais. Fait que t'as acquis une franchise, puis... En fait, il y a la franchise, et là, moi, j'ouvre une boutique, donc je gère une boutique en banlieue, mais en parallèle, vu que c'est une approche très familiale, tu vois ce que je veux dire, c'est comme mes grands frères, et que je fais des études en école de co où je bouffe des cours de marketing quotidien, je prends le lead sur le marketing. C'est intéressant. J'aime ton approche parce que ça me fait penser à... J'ai des bons amis. Est-ce que tu aimes les suits? Ouais, beaucoup. J'ai des bons amis qui s'appellent Suitably. OK. Je ne sais pas si tu connais, c'est du sur-mesure. Je les ai connus, ça fait à peu près en 2018 à peu près. Ils étaient sur Clark et Mont-Royal. Puis 2 frères, Viet. Puis tu sais, les autres, c'était du sur-mesure. Puis c'est des ingénieurs qui travaillent dans des gros salaires, puis tout, puis ils ont juste abandonné pour se lancer vraiment dans ça parce qu'ils aimaient ça. Puis ils avaient des plugs aussi. Puis j'ai vu leur croissance. Aujourd'hui, tu vois, il y a un magasin sur une boutique sur Notre-Dame, au Vieux-Montréal. Il y en a ouvert une autre au quartier 10-30. Il y en a ouvert un à Ottawa. Mais qu'est-ce qui est particulier de eux, c'est que leur e-com fonctionne très bien. Puis c'est du sur-mesure, puis c'est pas qu'est-ce qui est le plus cher. Quand, mettons, il y a des Tom Ford à 3000, puis il va y avoir peut-être des sous Zara, peut-être 200-300 $. Les autres vont être comme au milieu. OK. Fait que, belle qualité, beau produit et sur-mesure. Puis, je les ai vus dernièrement parce que je viens de m'en faire un aussi. Fait qu'on a pris des nouvelles. Puis, juste comment ils m'expliquent, ils disent comme, on a une vidéo qui a explosé sur TikTok, par exemple. Il y a des gens de l'Ouest canadien, il y a des gens de Caroline, je pense en Caroline du Nord, du Sud, du Texas. Ça, je sais qu'il y a des cabinets d'avocats qui les bookent pour aller au Texas pour les mesurer toutes. Puis, tu sais, pas juste... Il dit qu'il y a du monde partout, genre en ce moment, fait qu'ils font plusieurs voyages un peu partout, tu sais, vraiment à se déplacer, juste parce que les personnes veulent ça et eux en personne. Tu peux aller en ligne, puis ils ont développé une belle plateforme avec du AI que tu peux, genre, monter ton suit qui va être sur mesure. Tu fais quelques petites choses de ton bord, tu sais, vraiment rentrer tes mesures, puis ça va être... L'exactitude est quand même assez proche à toi, comme ils ont du data, genre, depuis 10 ans. Fait que la marge d'erreur est très faible, mais le monde veut quand même les avoir. Puis c'est intéressant ce que tu dis, parce que justement, quand ton marketing est tellement puissant, ton branding. Exactement. Le monde achète le branding. Et c'est avoir un bon marketing, c'est aussi, enfin souvent, encore une fois, c'est pas une science exacte, mais plus tu vas être authentique, tu sais, tu peux plus tricher maintenant. Plus tu es authentique, plus les gens ils vont sentir ton authenticité et tu vas leur donner envie de te soutenir, tu vas leur donner, ils vont avoir confiance en ton produit ou ton service, tu vois, parce que justement tu fais preuve d'authenticité, pardon. Et c'était ça sur cette expérience-là. Tu sais, on ne s'inventait pas de vie, on n'essayait pas de bien parler. On parlait comme on parle, avec nos propres codes, tu vois, parce qu'on s'adressait aux nôtres. Mmh. On n'a pas essayé de chercher une clientèle hype. Non. On parlait aux oubliés de la société, tu comprends ou pas? Et c'est ça. Donc, ben c'est bien. Ben, fait que tu as un talent marketing derrière ça. Puis on dirait que je peux commencer à faire des liens à où est-ce que tu es rendu maintenant avec juste reconnaître le pouvoir des médias sociaux, le marketing, puis créer du hype sur authenticité. C'est quoi ta définition d'authenticité? Dis-moi ça. Pour moi, ma définition d'authenticité, c'est d'être cohérent avec qui tu es et ce que tu proposes. C'est ça. OK. Super. Il ne faut pas essayer de... Déjà, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Ah, ça, c'est... ouais. Et faut que tu sois authentique. Bien sûr, encore une fois, il y a de la stratégie. Après, quand tu ajoutes de l'intelligence à ton authenticité, pardon, c'est là que
on peut parler de stratégie, Mhm. tu vois. Mais si on parle de la base, c'est beaucoup de la cohérence. Cohérence avec tes valeurs, cohérence avec tes principes, cohérence avec, encore une fois, d'où tu viens, où tu veux aller. Pas t'inventer de vie. Pas jouer un personnage. La chance qu'on a, c'est on est des humains, on est tous uniques. Ouais. Donc en fait, sois toi-même. Joue pas de rôle. Vise l'excellence, améliore-toi, mais ne joue pas de rôle. C'est important ce que tu viens de dire. C'est pour ça que je tenais vraiment à te poser la question puis voir comment tu allais répondre parce que, regarde, moi je suis plongé dans ce domaine-là des créateurs de contenu puis maintenant on est comme accéléré contrairement à cette période-là. Puis je trouve que, tu sais, là, il y a énormément de personnes, tu sais, qui savent, qui veulent devenir, tu sais, genre créateurs de contenu. Je consulte avec énormément de gens qui veulent faire ci, qui veulent faire ça, comment tu le fais, qu'est-ce que tu dois faire. Puis, tu sais, on l'a entendu des millions de fois, authenticité, sois authentique, sois toi-même. Mais à un moment donné aussi, tu sais, il y a comme des formules, des petits hacks, on pourrait dire, de médias sociaux, tu sais, que où est-ce que énormément de personnes veulent leur ego qui soit flatté, tu sais, comme « Ah, tout le monde me voit, check mes views, check ci, check ça. » Puis quand je vois des gens, tu sais, toujours aller chercher peut-être cette viralité-là, ben tu l'échanges un peu sur ton authenticité parce que tu vas essayer de faire un peu n'importe quoi pour aller chercher l'attention. Puis d'une certaine façon, je commence à voir que comme l'authenticité commence à se perdre. Tout le monde va en parler. Mais comme, est-ce que c'est vraiment ça que tu es? Pour quelle raison tu es en train de le faire? Puis je pense que c'est important de quelqu'un, tu sais, vraiment qui le fait depuis longtemps. Maintenant, au moins de faire un rappel, puis tu sais, qu'on continue à partager. Parce que Ben, en plus, c'est même pas... Tu sais, quand tu vas chercher la viralité, ça garantit pas le succès. Aujourd'hui, on est dans un monde de voyeurisme. ouais. Tu peux, je sais pas moi, tu peux faire, je sais pas, limite, tu peux t'immoler en public, tu mets sur les réseaux sociaux, ouais, ça va faire des vues. Mais est-ce que ça va garantir ta pérennité? Est-ce que ça va garantir que une marque veut associer son image à toi parce que tu as fait 100 millions de vues? Non. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas faire tout et n'importe quoi. Après, ça, c'est encore une fois, c'est propre à notre vision à nous. Il y en a qui sont dans la viralité, etc. Moi, je prêche ma paroisse, entre guillemets. Aller chercher créer du buzz pour créer du buzz, sans être authentique et sans but derrière qui est en adéquation avec ce que tu revendiques, ça sert à rien. Tu as des gens, ils n'ont pas forcément des grosses métriques en termes de vues, etc. Mais ils réussissent mieux que d'autres personnes qui ont, je sais pas moi, qui font des scores incroyables. Quand tu as les deux, c'est mortel, c'est magnifique. Ouais, ben oui. C'est le top, tu vois. C'est le top, mais Ouais. c'est pas... faut pas faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je te dis, faut servir des réseaux sociaux comme une plateforme, comme un accélérateur, comme un outil, mais comme une force, mais pas non plus, faut pas être dans l'abrutissement. J'aime ça. Tu Parce vois? que j'ai des conversations, tu sais, vraiment en DM avec des individus, tout plein de personnes. Puis, entre nous, en privé, tu sais, on dénonce le médiocre dans lequel on vit en ce moment. Ou est-ce que justement, tu sais, c'est comme... Je suis comme, fuck, il y a tellement de contenu, tu vois, genre des views, mais fuck, est-ce que j'ai appris quelque chose? Je suis comme, on dirait que je suis plus abruti après avoir écouté cette vidéo-là. Juste parce qu'il y avait juste rien, mais juste parce que ça a comme forcé la provocation. Puis là, je suis comme, oh, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Oh non, tu sais, je suis comme, wow, slow down. Puis là, Je viens de faire une pause des fois sur les réseaux sociaux. Oh, il faut. Tu sais, des fois, je me dis comme shit, ouais, il faudrait que quelqu'un tire la plug, là, comme yo. Prenez une pause. Shut down. Shut down, on recommence. Puis, éventualité, tu sais, un message que j'ai dit comme yo, guys, vous allez devoir commencer à être beaucoup plus créatif, mais aussi être authentique. Parce que quand le AI va venir et prendre énormément de place dans les médias sociaux, les vrais de vrais qui vont être toujours là, ça va être toujours qui ont été le plus légitimes et authentiques à leurs valeurs. Ouais. Contrairement à tous les autres que ils ont essayé de juste suivre les tendances, aller chercher genre des chiffres, faire ci, faire ça. Tu as un AI qui va juste te basculer facile parce qu'il va avoir la formule genre pour vraiment faire tous les chiffres.
puis l'argent va s'en aller là, puis toi, tu n'auras plus d'argent, puis ça va être quelque chose comme ça. C'est un drôle de monde. C'est un drôle de monde, tu sais, vraiment, dans lequel on vit. Puis, non, je veux aussi, tu sais, vraiment aller chercher la jeunesse pour qu'elle puisse écouter certains de nos messages. T'as l'air quand même de mon OG aussi, là. Fait que je pense que, tu sais, adresser le message vers la jeunesse de certains trucs pour pas que, admettons, les Gen Z se perdent dans une technologie que... Ça peut être très... C'est à double tranchant. L'idée, c'est de les mettre en garde sans non plus trop, tu sais... sans non plus tomber dans les clichés du grand frère qui veut donner des leçons, etc., tu vois. Mm-hmm. Juste une mise en garde, les inciter à aller prendre l'information, les inciter à se former, les inciter à prendre du recul sur les réseaux sociaux, pas croire tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, pour que lorsqu'ils utilisent les réseaux sociaux, ils soient avertis, tu vois ce que je veux dire? Mm-hmm. Et ça, c'est super important. C'est vraiment... aujourd'hui, c'est un peu, entre guillemets, ma mission, surtout au Québec, tu vois. Parce que je me rends compte qu'au Québec, l'information est là. On a la chance d'être dans surtout une ville comme Montréal où il y a énormément de choses qui sont mises en place pour aider la jeunesse. Mais j'ai l'impression que l'information des choses qui existent, cette information-là, elle n'est pas partagée à tout le monde. Tu comprends? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là avec toi sur le podcast. C'est pour aussi partager. Tu sais, ils vont être sur Instagram, ils vont peut-être voir 10 secondes de la vidéo. Ça va peut-être éveiller leur curiosité. Ils vont commencer à aller faire des recherches, essayer de voir où est-ce qu'ils peuvent prendre les informations qui les intéressent concernant, je sais pas moi, vu qu'on parle un peu plus de... Moi, j'ai un profil plus entrepreneurial. Mm-hmm. Mais c'est important qu'ils aillent chercher l'information. Définitivement. Et pas tomber dans tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. J'ai reçu un jeune hier qui m'a écrit. Il dit comme, hey, ça fait longtemps que je te suis. Puis là, je t'écris parce que j'ai vu que tu as fait une entrevue avec telle personne. Juste comment il m'a écrit. Il dit comme, tu cherches un vendeur. Moi, je suis capable de faire ci, je suis capable de faire ça. Puis je suis comme, OK. Une des leçons que j'ai appris dans la vie, c'est que il y a des gens qui m'ont ouvert des portes, puis c'est qu'est-ce qui m'a permis de me rendre où est-ce que je suis aujourd'hui. Bien sûr. Et je pense que la chose la plus importante, étant une personne qui est beaucoup plus mature maintenant, c'est comme peut-être être capable d'ouvrir la porte à des personnes, puis on ne sait jamais. J'en parle souvent, mais tu vois, ici, Santiago, il y a une énergie, il y a une vibe, puis quand j'ai vu vraiment qu'il y avait la volonté, je suis comme, laisse-moi ouvrir cette porte-là, parce que je pense que tu vas pouvoir accomplir des belles choses. Par défaut, c'est comme, ça fait déjà 1 an qu'il est avec nous, mais il fait des choses quand même assez intéressantes. Je veux ouvrir les portes aussi à des jeunes, puis ces jeunes-là, on a eu un appel, puis après, il parle quand même assez mature. Puis à un moment donné, je dis comme, t'as quel âge? 21 ans. Je suis comme, oh shit. Puis c'est ça que j'adore de les jeunes. C'est comme, ils sont jeunes, mais il y a une envie. Une envie, puis une maturité d'information qu'ils ont, qu'on dirait que moi, quand je me rappelais à 21 ans, on dirait que j'étais pas 100% là. J'avais la grind, mais peut-être pas dans pour les mêmes raisons. Toi, comment tu vois la jeunesse ici se développer à Montréal? Es-tu optimiste? Je suis très optimiste dans le sens où, si je fais une comparaison avec la France et tout, je trouve que, en tout cas, tous les jeunes que j'ai eu l'occasion de rencontrer, ils sont tous animés par cette volonté d'entreprendre. Ouais. Vraiment. Mais en comparaison aussi avec la France, ils ne savent pas forcément comment parce qu'ils n'ont pas beaucoup de repères. Quand je dis repères, oui, c'est bien Elon Musk. C'est bien quand Elon Musk, etc. Mais ce ne sont pas des repères identifiables. Je parle pour ma part, les jeunes que je rencontre, c'est souvent des jeunes issus des minorités visibles. Ouais. Et je pense que pour un jeune, voir un entrepreneur qui lui ressemble, que ce soit socialement ou physiquement, ça va être plus impactant qu'un Elon Musk ou un Jeff Bezos, tu vois. Okay, ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va pouvoir s'identifier, il va se dire, OK, si lui, il l'a fait, c'est que c'est possible. Si lui, il est comme moi, ou il vient du même endroit que moi,
il a forcément peut-être plus ou moins vécu les mêmes réalités que moi, mais s'il l'a fait, c'est que c'est faisable. Toi, quand tu étais plus jeune, mettons autour de cette période-là, en début vingtaine, est-ce que tu avais un idole, un mentor, quelqu'un que tu, dans ton environnement, accessible, tu sais, ou juste peut-être des super figures que peut-être tu disais comme je pourrais jamais rencontrer cette personne-là, mais j'adore qu'est-ce qu'ils font. Bah, déjà, même si bien avant, premier entrepreneur que j'ai rencontré, que j'ai vu, que j'ai dit, ah, en fait, c'est ça, l'entrepreneuriat, c'est ma mère. Parce que ma mère, parce qu'elle était restauratrice, avant d'être restauratrice, elle était femme de ménage. Et ce qu'elle faisait, en parallèle, il y avait une marque qui s'appelait Côte Anglaise, je crois. Elle achetait à la communauté, je suis d'origine haïtienne, elle vendait des vêtements à, je sais pas moi, ses amis, des tantes, etc. Tu vois, elle avait vraiment un marketing de réseau pour vendre justement ses produits. Et après, elle a ouvert un restaurant. Mais ça, quand elle ouvre le restaurant, je vois le grain, entre guillemets, tu vois. Des femmes, elle vient d'Haïti. Elle est arrivée, elle n'a pas forcément les papiers français. Ensuite, elle monte les étapes. Tac, 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 tac. Après, elle est femme de ménage, elle travaille dans les restaurants. Elle se fait virer d'un restaurant. Elle décide plutôt que OK, c'est quoi, je vais essayer d'ouvrir mon propre restaurant à petite échelle. Et ça a été ma première, on va dire, figure entrepreneuriale. Parce que c'est ma mère. Je la voyais au quotidien. Je voyais vraiment, c'est elle qui m'a un peu inculqué ce truc de pas baisser les bras, de détermination, d'être déterminé. Après, quand j'ai continué, quand je suis vendeur à l'époque au marché aux puces de Clignancourt, c'est un mec plus âgé qui m'embauche, tu vois ou pas? De la même zone d'où je viens. Et lui, on n'a pas 15 ans de différence, tu vois. Il a quelques années de plus que moi, mais très mature. Donc, il ne se positionne pas en tant que mentor. C'est moi qui le prends pour exemple. Donc, j'observe dans un coin de l'œil comment il se comporte, qu'est-ce qu'il fait, etc. Tu vois ce que je veux dire? Tu poses des questions aussi? Je pose pas de questions. Même je pas. fais juste je la boucle, je travaille et j'observe. Tu comprends? Parce que ça se fait naturellement. Je sais même pas ça veut dire quoi mentor à cette époque. Avec du recul, encore une fois, je sais que lui aussi, dans son mindset, dans sa manière de bouger, dans sa manière d'entreprendre les choses, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai pu m'identifier à lui, parce qu'il me ressemble, c'est quelqu'un qui me ressemblait, c'est les mêmes codes, les mêmes valeurs, tu vois, c'est un Renoir aussi comme moi, donc ça m'a aidé. Tu me suis? Mais c'est moi qui a fait le reste, c'est moi qui a fait le travail, c'est pas lui, il m'a dit tiens, je te prends la main, je vais te dire comment faire. Non, je le voyais, j'observais et j'appliquais certaines choses à ma réalité à moi. Donc oui, ça aide. Et sens-tu que tu veux, comme cette figure-là que toi, tu as observé, qui t'a inspiré à faire certaines choses, sens-tu que tu veux devenir à peu près cette personne-là aujourd'hui? Mais en fait, je suis obligé, il faut que je prenne mes responsabilités. That's it. OK, nice. Tu comprends? Sinon, si je le fais pas, après, ça vient avec ses inconvénients, tu vois, tu es exposé, etc. Mais si je le fais pas, en fait, si je le fais pas, je vais être quoi? Je vais être un black à succès de plus. Mais j'aurais fait quoi pour ma communauté? Qu'est-ce que j'aurais apporté pour les jeunes qui me regardent? C'est quoi? Je vais montrer, des fois, je suis en grosse voiture, je voyage, j'ai une Rolex. Non, on s'en fout de ça. On s'en fout. Qu'est-ce que je transmets? Qu'est-ce que je laisse? Qu'est-ce que je partage? Est-ce que j'inspire ou pas? Comment on va se souvenir de moi? Et j'invente rien. Il y en a plein qui prennent position. Moi, aujourd'hui, je décide de prendre plus position, on va dire. Pourquoi? Parce que je me sens plus légitime et plus à l'aise de parler, tu vois. Et plus il va y avoir, il en faut. Il n'y a pas de limite. Je pense que c'est très important, surtout ici à Montréal, parce qu'en France, je trouve qu'il y a plus, ils sont plus visibles. Une grosse communauté, ouais. C'est plus visible qu'ici. Donc, je pense que c'est très important pour les entrepreneurs, surtout issus des minorités, pas que, mais surtout eux,
de prendre leur responsabilité et de partager leur expérience. Parce que ça va en inspirer, forcément. C'est sûr. Puis, tu sais quoi, c'est fascinant ce que tu dis parce que je retourne aussi dans le temps quand j'avais 18 ans, puis j'étais un enfant perdu, un adolescent qui s'en allait adulte perdu. Mais je savais qu'est-ce que je voulais à peu près, mais j'étais perdu. Puis ma première chose, c'était comme, OK, je veux m'inspirer de quelqu'un. J'ai besoin d'une idole, je pense que. Je le voyais déjà. Je regarde ici à Montréal comme, damn, il n'y a personne qui me ressemble. Il n'y a pas vraiment une idole ici à Montréal que je trouvais, on va dire, un latino qui a du succès, qui pense bien, qui fait des bonnes choses. Comme je vois que je voudrais aspirer à devenir. J'en avais pas personne. Puis comme malheureusement, comme je dis, comme, qu'est-ce qui va se passer, tu sais? Est-ce qu'il faudrait vraiment que je cherche plus loin? Puis j'essaie de me tourner peut-être plus internationalement. OK, comme là, c'est là que tu parles d'un Elon Musk. OK, genre, OK, ces personnes-là sont là, mais encore là, c'est pas la même accessibilité. T'sais. Exactement. Puis, moi, c'est drôle parce que la première personne que j'ai rencontrée, c'était... j'avais une job, puis je vendais genre des plateformes en ligne pour des journaux, ainsi de suite. Puis j'ai rencontré un publisher d'une revue genre de luxe ici à Montréal qui faisait ça depuis 30 ans. Là. Puis c'était mon premier client en fait. En plus, je m'en vais le voir. Ça m'a pris genre 1 mois essayer de lui vendre là, Russell. Là. Il m'a tellement négocié. Là. Mais j'aimais qu'est-ce qu'il faisait parce qu'il y avait une revue puis il y avait beaucoup de publicité, des sponsors, il y avait ci, ça. Puis j'ai dit comme, hey, tu veux-tu être mon mentor? Il dit, yes, I'll show you, Ray. Il parlait comme ça, une voix de cigare, là. C'est un monsieur juif, là, genre voix de cigare, il ressemblait à Steve Jobs. Là. No joke, Steve Robbins, shout out. Mais, tu vois, genre, je commençais aussi à vouloir me coller à quelqu'un. Puis je pense que quand j'ai atteint une certaine maturité, puis aussi, admettons, même ce rôle-là ici, médiatique, ce profil-là que j'ai bâti, super étrange, où est-ce que j'en suis rendu, on dirait que l'idole que je cherchais, je suis comme devenu cette personne-là parce qu'il y a des jeunes encore là qui m'approchent qui me disent comme « Hey, j'aime ce que tu fais. Comment on fait ça? » Aussi, moi, j'en ai beaucoup, mais tu vois, tu as dit un mot mentor. C'est là où c'est dangereux, dans le sens où il y a mentor, et je trouve que depuis quelques temps, de plus en plus, sans mettre tout le monde dans le même panier, tu as de plus en plus de gourous. Ah. C'est pas pareil. Tu vois ce que je veux dire ou pas? La frontière, elle est mince. Et c'est pour ça aussi que je prends la parole. C'est pour mettre en garde. Oui, tu peux t'inspirer, tu vas trouver des entrepreneurs qui sont légitimes et qui inspirent, etc. Mais il faut faire attention à tout ce qui est gourou. En ce moment, maintenant, je tombe sur des contenus, encore une fois, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, où je suis choqué. C'est du contenu en mode... c'est du bonbon. Hey, tu veux faire 10 000 $ en 2 minutes? Suis ma formation. Non. Apprends les bases. Partage ton knowledge. Apprends les bases. Partage ton expérience. Forme comment monter un business. Comment lever des fonds. Comment pitcher. Comment faire un business plan, donc un plan d'affaires. Comment mettre en place une stratégie marketing. Mais il n'y a aucune formation qui peut garantir de faire tel chiffre d'affaires en 10 ou 5 minutes, même dans l'e-commerce. En fait, les gens ils vulgarisent ça, mais c'est plus compliqué que ça en a l'air. Il y a des études de marché, il y a pas mal de choses. Et ce qui est vrai pour un produit ne va pas être forcément réel pour tout le monde. Tu comprends? J'ai commencé dans l'e-commerce. J'ai reproduit exactement un concept que j'ai vu aux États-Unis, mais ça n'a pas été forcément la même réalité. Tu comprends? Et ça, c'est important aujourd'hui aussi de faire la différence entre qu'est-ce qu'un mentor ou quelqu'un qui va parler de son expérience, parler beaucoup de ses échecs, parler de mettre en garde mettre en garde les personnes qui l'écoutent ou qui l'écoutent
pour pas qu'elle reproduise certaines erreurs qui sont évitables. Faire la différence entre ça, faire la différence entre un mec qui va essayer juste de te pitcher pour te vendre en se nourrissant de ta vulnérabilité. Tu comprends ou pas? C'est ça qui est dangereux. Parce que souvent, c'est le même mode opératoire. Luxure à outrance. Tu te dis c'est simple, c'est facile. Lamborghini, sans citer de marque, excuse-moi, j'ai cité, mais tu comprends? Le mec, il se dit, oh putain, il est multimillionnaire. Juste après, hey, tu veux en savoir plus? Clique, je vais t'apprendre. L'apprentissage, c'est nécessaire, c'est vital. Il y a une différence entre apprendre, donner des notions d'entrepreneuriat, parce qu'il y a des notions, c'est mathématique. Hein. Moi-même, j'ai un master degree en entrepreneuriat. Ça m'a beaucoup servi. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément faire des études pour entreprendre. Exact. Non. Mais il y a des notions qui sont vitales. Donc, il y a une différence entre inculquer ces notions-là et vendre du rêve. C'est pas pareil. Moi, personnellement, c'est ce message que je veux adresser, cette mise en garde-là que je veux adresser. Tu comprends? Parce que les réseaux sociaux, c'est ouvert à tout le monde. Chacun fait ce qu'il veut, chacun dit ce qu'il veut. Moi, en tout cas, c'est ça ma direction dans ma cohérence, dans ma vision des choses. Si aujourd'hui je prends la parole, c'est plus que les gens sachent faire la différence entre un mentor, comme tu dis, et un gourou. C'est pas pareil. Puis non, définitivement, on en voit énormément les gourous. Puis je sais que j'ai un bon ami aussi qui les dénonce quotidiennement dans les médias sociaux. Il n'y a pas de formule à $1 million en 30 jours. Et surtout, s'il y avait la formule, les gens ne s'empresseraient pas de... Je sais que c'est important d'être bienveillant, mais ils ne vont pas s'empresser de dire « Hey, moi, j'ai fait $1 million en 30 jours, je vais te donner mon secret. » Non, généralement, ils veulent garder le secret pour eux. En temps normal, oui. Puis aussi, tu voudrais-tu donner ça à n'importe qui? Tu voudrais-tu vraiment que tout le monde soit millionnaire? On va dire les vraies choses. Premièrement, c'est pas tout le monde qui peut gérer $1 million. Il y a certaines personnes, je pense que ça ferait plus de mal que de bien avoir autant d'argent accessible à eux. Puis aussi, moi, je donne des formations, mais privées. Puis quelque chose que je pose à beaucoup de personnes, que ça va être que ce soit genre sur l'entrepreneuriat, sur le marketing, sur les ventes, développement des affaires. Puis en ce moment, je suis en train aussi beaucoup pousser le personal branding. Mais je le fais de façon privée parce qu'encore là, je sentais que ça ne coordonnait pas avec moi de peut-être essayer de pousser ça de masse. Et quelque chose que je fais, je sélectionne beaucoup les gens comme c'est quoi ta personnalité aussi, parce que je donnais énormément d'informations que si tu appliques ça, ça va fonctionner. Mais il faut que tu aies une personnalité qui vient avec ça aussi. Parce que, regarde, si tu le fais juste parce que tu penses que c'est glorieux, puis c'est prestigieux, puis c'est comme ça, mais tu n'as pas nécessairement cette fin-là, cette constance-là, ou même la discipline, tu vas pas avoir les mêmes résultats, puis après, c'est qui paraît mal, c'est moi. Parce que je t'ai dit que tu allais atteindre certains objectifs, je t'ai donné le blueprint, puis tu les as pas atteints, ben en bout de ligne, c'est pas vraiment ma conséquence, mais c'est moi qui paraît mal, parce que toi, tu n'avais juste pas les qualités pour le faire. Et en bout de ligne, c'est comme, je pense que tout le monde rêve à vivre l'entrepreneuriat, mais à part juste la façade des médias sociaux, c'est un monde... C'est devenu une trend. Ouais. Et aussi, c'est tout le monde a sa part de responsabilité. Pourquoi? Parce que limite, maintenant, aujourd'hui, tu as l'impression que si tu n'es pas entrepreneur, tu es useless. Tu ne sers à rien. Que chacun se pose des bonnes questions. Et tout le monde est important. Même dans l'entrepreneuriat. Le comptable est autant important que le chef de projet. Le chef de projet est autant important, si ce n'est même décisif, que le stratégiste. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ce n'est pas une fin en soi d'être entrepreneur. Tu peux être accompli et heureux dans ce que tu fais dans le travail
sans être entrepreneur. Après, l'entrepreneuriat, souvent, ça peut correspondre à un certain type de personnes plus que d'autres. Tu comprends? C'est ça la réalité. Mais je pense pas, je suis pas dans un... Pour moi, j'ai une vision très horizontale. Il n'y a rien au-dessus d'autre chose. Un médecin, pour moi, un médecin, tu sauves des vies. Tu n'es pas entrepreneur, mais tu sauves des vies. Tu comprends ce que je veux dire? Faut glorifier ça. C'est encore plus louable, entre guillemets, que d'être entrepreneur pour des raisons peut-être égoïstes et montrer que tu as du succès. Ouais. Qu'est-ce qui reste? Après, si tu es entrepreneur, tu crées des emplois et tu aussi fais beaucoup de bien dans l'associatif, parce que pour moi, l'associatif, c'est super important. Donc oui, là, tu crées quelque chose, tu vois. Tu sers à la société. Je vais prendre un post qu'un des cofondateurs de Shop Santé il avait laissé, Sébastien. Justement, il est venu ici au podcast l'année dernière. Puis il faisait comme récapitulatif de qu'est-ce qu'il voulait cette année. Puis il dit comme, tu sais, je fais de la gestion, mais je réalise que je suis pas bon à faire la gestion. Puis moi, vraiment, mon talent, c'est plus l'entrepreneuriat. Être un fondateur. Trouver vraiment comment on va développer, comment on va grossir, des trucs comme ça. Puis je trouvais ça intéressant, cette notion-là, de réaliser que quand tu as bâti une infrastructure, tu as eu une équipe, là, tu as vraiment du roulement opérationnel, tu as tout plein de choses qui se passent, tu as des franchisés, tu as du stock, tu as la logistique. Puis lui, il se rend comme, non, genre, j'essaie de le faire, puis on dirait que je suis pas bon pour ça, mais il y a quelqu'un d'autre dans mon équipe qui va être mieux à ça. Puis il dit, je vais prendre du recul sur tout ce qui est gestion et plus me consacrer à être un cofondateur puis un entrepreneur de la business. Il a délégué. Ouais. Puis c'est intéressant ça parce qu'aussi, je pense que, on se rend compte qu'entre entrepreneurs, quand tu commences à avoir les vraies responsabilités, des fois, on peut se perdre. C'est comme même moi, quand j'ai commencé à avoir plus une équipe qui grandissait, tu commences à devenir genre comme... Tu dois gérer les personnalités, tu dois gérer les dépenses, tu dois gérer les plaintes, tu dois gérer les clients. Comme... Puis là, peut-être là, tu perds un peu ton côté entrepreneur parce que tu n'es pas en train de développer, innover, puis essayer de trouver la prochaine opportunité parce que tu es dans le day-to-day. Puis c'est des choses que c'est super important que je pense que les gens devraient prendre en considération quand tu te lances dans ça. Toi, si on revient à la jeunesse, quel conseil pourrais-tu donner à la jeunesse actuellement? Si tu devais voir un nouveau jeune qui est là comme « Hey Jeff, je veux me lancer, mais je ne sais pas comment. » ça serait quoi ton premier conseil? De bien s'entourer, de bien s'entourer, de commencer petit, justement pour être sûr que ce concept-là, c'est un concept qui lui plaît, c'est un concept qui va fonctionner. Il n'y a rien de mieux que de sonder son entourage, de proposer, à titre gratuit ou pas, son produit, son service, de le tester, de faire preuve de détermination. C'est-à-dire de se poser la question, pourquoi je veux lancer ce concept-là? Au-delà du fait que tu veux réussir, parce que les premiers concepts, généralement, ils ne réussissent pas, tu comprends? Donc, se poser les bonnes questions, pourquoi? Pourquoi je veux être entreprendre? Est-ce que son pourquoi va être assez fort pour l'aider à surmonter les obstacles qu'il va rencontrer dans le parcours, dans son aventure. Tu comprends ou pas? Donc, je dirais prendre beaucoup d'informations. On a la chance de trouver toutes les informations maintenant en 2025. Beaucoup d'informations, de faire une bonne étude de marché, de parler de son projet dans son entourage, avec les gens qu'il a confiance, et une fois qu'il se sent prêt, de commencer à son échelle. Intéressant. C'est noble. Et là, prévois-tu vraiment te lancer vraiment plus dans cette orientation-là, sur l'éducation, sur le cheminement pour... on parle ici des jeunes. Je pense qu'on c'est drôle parce que plus que je t'écoute parler, on a des
peut-être une vision en commun sur comment on perçoit les jeunes, puis surtout les jeunes issus de la diversité. Moi, si je peux inspirer le plus de Latinos de Montréal possible à prendre certaines directions qui va pouvoir les amener là, je sens que je suis en train d'accomplir quelque chose. J'ai pas de prendre mes responsabilités, comme je t'ai dit, donc partager, être dans l'échange pour inspirer, entre guillemets, pas pour brag, mais plus pour inspirer. Et je vais essayer, parce que je fais pas que ça, tu vois, c'est quelque chose que je veux ajouter à mon arc, peut-être une fois dans l'année, peut-être. Je l'ai fait aussi, je l'ai déjà fait, je suis allé dans des maisons de jeunes. J'ai eu la chance d'y aller dans 2 maisons de jeunes pour rencontrer la jeunesse, discuter avec eux, etc. Et aujourd'hui, je veux utiliser mes réseaux sociaux pour ça. Tu sais, des fois, je montrais mes voyages, je me dis, s'en fout de voir une belle plage, tu vois ce que je veux dire. Travail pour donner un point dans la plage. C'est mieux que ça sert à tout le monde. Donc, si je peux de temps en temps partager du contenu autour de ça, partager mon histoire et que cette histoire inspire, c'est le top. Super. Là, je serais curieux de savoir, tu as un autre profil aussi, ou est-ce que tu es un agent de talent? Ouais. Comment ça c'est devenu? Donc, en fait, j'ai fondé une agence marketing d'influence, spécialisée dans le marketing d'influence qui s'appelle Trends Talent, où on accompagne des créateurs de contenu pour les développer leur carrière, etc. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, j'ai été déjà dans le marketing d'influence en France. Donc, quand j'arrive au Canada, c'est une des choses que j'ai en tête, de me dire, vu que j'avais eu l'occasion de venir à Montréal en 2013 lors d'un stage, quand j'étais étudiant, je me dis, ça serait plutôt pas mal vu qu'à cette époque, en France, le marketing d'influence est en plein boom. Je me dis, Montréal, c'est relativement la même chose en termes d'ethnographie au niveau des ethnicités. Donc, ça serait intéressant de développer le marketing d'influence pour aider plus précisément les créateurs de contenu issus des minorités visibles à développer leur carrière à un autre niveau, à haute échelle. Et j'ai eu l'occasion de recruter plusieurs créateurs de contenu. Au début, j'avais essayé en 2019, mais je pense pas qu'on n'avait pas les bons profils. Je pense que c'était trop tôt. Parce que justement, il n'y avait pas d'engouement vis-à-vis des marques ou quoi que ce soit sur ce marché-là. Je pense que les marques canadiennes, québécoises plus précisément, ne comprenaient pas forcément l'importance et la force que certains jeunes issus de quartiers ou de minorités visibles pouvaient avoir sur leur réseau. Parce qu'ils fédéraient une communauté autour de ça, mais ils n'étaient pas forcément, à l'époque, intéressés à collaborer avec eux. Donc j'ai mis ça en stand-by et je décide de le relancer en 2020 avec 3 créateurs de contenu qui débutent totalement. Donc Zaki, Joël et Tai. Et on décide justement de travailler ensemble. Ils me font confiance. On bosse ensemble. Et d'entrée de jeu, on fait beaucoup de meetings, mais plus pour voir humainement parlant, parce qu'ils sont très jeunes, surtout à l'époque, pour voir humainement parlant où est-ce qu'ils se situent. J'essaie de leur inculquer certaines valeurs parce que j'ai confiance en la stratégie qu'on va mettre en place. Mm-hmm. Et surtout, on n'est pas pressé. On n'est pas pressé parce qu'on se dit, voilà, là, c'est le bon moment. Vous avez une audience. Donc, plutôt que faire des vidéos comme ça juste pour faire des vidéos, on va essayer de capitaliser sur ces vidéos-là et aussi de raconter une histoire autour de vous. Et c'est comme ça qu'on a débuté. C'est comme ça que je me suis retrouvé à les accompagner en tant qu'agent. Et là, regarde, aujourd'hui, je te parle. Joël, il est ambassadeur de Subway Canada. Tai, là, actuellement, je pense qu'il est à Paris. Il prépare ses prochains spectacles. On a collaboré avec vraiment
énormément de marques canadiennes, des belles collaborations. Et ça, c'est une fierté pour moi parce que je me dis qu'on a réussi. On a été précurseur un peu de montrer que les jeunes issus de Hood peuvent aussi, tout en restant authentiques, en restant leur identité, leur ligne éditoriale qu'ils ont sur les réseaux sociaux, collaborer avec des marques plus traditionnelles. Tu vois? Et ça, je suis énormément fier de ça. Félicitations. Puis, admettons, quand tu as commencé avec ces 3 individus, c'est à quelle période? C'est-tu début pandémie, après la pandémie? Ben, c'était pendant la pandémie. Pendant? C'était en 2020. On est en pleine pandémie. En plus, on retombe dans les restrictions. On retombe dans les restrictions, donc on est en plein dedans. OK. Nice. Fait que t'as eu un flair. Encore là, je pense que c'est là que je disais dès le début, là, comme es-tu visionnaire? Parce que c'est le temps qui donne raison, tu vois. Mais regarde, comme félicitations, justement, parce que tu as misé sur des bonnes personnes. Puis on voit, à ce jour, on peut voir le succès. Oui, je suis content parce que il continue. Zaki, je ne travaille plus avec lui, mais tu vois, je vois ce qu'il fait sur les réseaux sociaux. Il fait énormément. Ses vidéos, elles sont vues partout dans la francophonie. Joël, comme je te disais, le gars, il voyage tout le temps. Il a des belles collaborations. Tai aussi. C'est incroyable ce qu'on est en train de faire avec Tai, tu vois. Parce qu'on a vraiment internationalisé son contenu. Je sais que maintenant, à l'heure actuelle, à Paris, ils disent tous chasse. Ça, c'est pas des slangs qu'on utilise en France. Ils ont découvert certains mots dans les vidéos de taille, certains slangs montréalais, ils ont découvert dans les vidéos de taille et ils les utilisent maintenant, tu vois, pas ce que je veux dire. Oh, wow. Et ça, je trouve ça super fort. C'est puissant. C'est puissant, la culture. C'est vraiment très, très puissant. Et ça, c'est une belle chose des réseaux sociaux. Ça a remis aussi, ça a cassé les codes. Tu comprends? Taille, il fait de la scène maintenant. Il fait de la scène et on remplit des salles de plusieurs milliers de personnes. On va faire le Place Belle bientôt. C'est incroyable. Parce que de base, il n'a pas fait l'école de l'humour. Il a commencé les vidéos dans sa chambre à Montréal-Nord. Tu comprends? Donc, on n'a pas le temps de se dire... on n'a pas souvent le temps de se flatter parce qu'on reste concentré sur les next moves. Mais c'est une fierté culturelle parce qu'en fait, ça ouvre des perspectives d'ambition chez les jeunes. Tai, c'est un symbole. Si Tai l'a fait, n'importe qui peut le faire. N'importe qui peut le faire, définitivement. Puis, tu sais, je pense que c'est ça qui est un bon succès derrière ça, que on peut voir. Tu sais, des fois, tu as juste besoin d'une personne à ouvrir une porte, puis que tout le monde y rentre après. Puis, dans ce même angle-là, je serais curieux de voir vraiment qu'est-ce que tu as à dire sur ça. Puis je pense que tu vas dire ce que je m'attends. À un moment donné, en développant ici le Black Box Media, drôlement, je me retrouve un peu à m'enligner dans cette direction-là, agent de talent, parce que j'ai des gens ici, puis je commence à sélectionner, OK, cette personne-là, as-tu le potentiel vraiment de développer vraiment un branding, une image, puis on se retrouve ici à être vraiment, une couple de podcasts qui commencent à faire du bruit. Il y en a un aussi particulièrement qui résonne partout. Moi, je me sens comme un peu le cobaye où est-ce que je vais tout tester. Ça marche ci, ça marche ça. Puis je sais que j'ai peut-être pas un certain profil, un profil un peu différent de beaucoup d'autres talents qui viennent ici, mais je me permets de tester des choses. Puis je me dis, OK, ça marche pour moi, comme OK, ça va marcher pour eux qui l'ont plus. En regardant énormément les analytiques dans beaucoup de nos comptes, puis j'ai un groupe aussi que je m'occupe vraiment du développement plus business derrière eux. La francophonie, elle m'a comme attiré l'attention. J'ai eu des clips, par exemple, moi, de mon box, qui sont allés viraux, puis à un moment donné, tu sais, comme il y a une capacité de combien de personnes tu vas atteindre au Québec. Fait que quand ça déborde du Québec, ça s'en va en France, ça va en Belgique, au Luxembourg, ça s'en va en Afrique, Côte d'Ivoire, le Sénégal, ça va aux Caraïbes, la Guadeloupe. Tu vas voir vraiment un monde qu'on dirait que je ne connaissais pas. Puis quand je les constate, je regarde les statistiques, je suis comme, oh wow. Il y a énormément de monde d'autres
parties dans la planète qui nous écoutent. Puis, tout ça grâce à la langue, la francophonie. J'ai commencé à m'intéresser énormément sur la francophonie. Quand il y a du monde qui me pose des questions, où est-ce que tu veux t'en aller? Tu veux développer l'Amérique du Nord? Je suis comme tenté à vouloir développer la francophonie. Toi, comment tu la vois, là, genre vraiment les opportunités pour admettons, nous, tu sais? Puis, il y a quelqu'un qui m'a comme donné un bon point, mais moi, ce que je lui ai dit, c'est que à cause de notre accent québécois, qui est très unique dans le reste de la francophonie, parce que tout le monde va avoir genre une déviation genre de la du français de la France, ce style d'accent-là. Puis ici, tu sais, au Québec, c'est complètement, je pense que c'est un des seuls, ça doit être selon moi l'accent français qui dévie le plus possible vers un autre angle. Puis quand je regarde des commentaires de personnes, tu sais, dans des Africains, mettons, qui regardent des vidéos ici d'une femme québécoise, puis c'est quoi ce mot-là? Puis je regarde vraiment comme, tu sais, toujours quelqu'un qui va faire des jokes, mais d'autres personnes qui trouvent certains mots intéressants, comme tu dis, chasse. Mm-hmm. Puis je vois du monde comme, hey, mais c'est quoi ce mot-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais putain, Puis je regarde ça d'un autre point de vue, puis je suis comme, wow, on dirait que notre accent est exotique pour d'autres gens. Et c'est là que je me mets en mode business. C'est exotique, ça a de la valeur. C'est la valeur. Tu peux bâtir quelque chose autour de ça. Es-tu d'accord avec ce que je dis? 100%. C'est la francophonie, ça représente plus de 300 millions de personnes. Je l'ai vu, celle-là. Tu vois, c'est 300 millions de personnes. Donc, je pense que la francophonie n'a rien à envier au rêve américain. Au Québec, vous parlez en français, vous avez une identité qui est forte, une histoire qui est forte, un vocabulaire qui est fort. Vous avez généralement une bonne image dans le monde, on va dire, dans le monde de la francophonie. Donc, ce serait dommage de ne pas, comment dire, créer de ponts, comme tu dis, entre les Caraïbes françaises, entre l'Europe, entre l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne, tu vois. Donc, justement, en fait, c'est fédérateur, la langue. Mm-hmm. C'est une des choses les plus fédératrices au monde. Donc, pour moi, que ce soit un humoriste, un artiste, un créateur de contenu, c'est important qui prennent en considération la francophonie, parce que ça peut aller très vite. Ça peut aller très, très vite. Comme ce groupe-là que je suis en train de gérer, c'est à peu près quoi, 300 000 followers. On sort les stats, 40% viennent de l'extérieur, de la francophonie. Il y a une réalité de la démographie. Fait que je suis comme, oh wow. Et puis là, moi, ma job, c'est de peut-être trouver genre vraiment le pont. Un pont, tu sais, vraiment d'affaires qui nous permettrait justement, tu sais, peut-être un peu comme tu dois avoir fait avec Taille, par exemple. Tu sais, c'est de trouver les ponts, tu sais, comment on sera en France maintenant. Comment, tu sais, on finance aussi notre voyage là-bas. Tu sais, comment on bâtit une richesse aussi, tu sais, pour permettre de réinvestir, bâtir notre marketing là-bas. Je suis dans ces réflexions-là, mais je trouve ça très bien, tu sais, vraiment de voir à peu près toi, ton angle aussi, ce que tu as accompli derrière ça. Merci. Jeff, c'est super cool. J'aurais une dernière question pour toi. Dis-moi. Qu'est-ce que le jeune Jeff penserait de Jeff maintenant? On m'a jamais posé cette question. Je dirais, t'es sérieux comment tu t'habilles là? Non, je pense qu'il dirait que j'ai été cohérent. Parce que je suis fier d'où je viens. J'ai jamais oublié d'où je viens. J'ai eu la chance de pouvoir, à force de détermination, de pouvoir entreprendre tout en gardant mes valeurs, tout en gardant qui je suis, l'éducation que j'ai reçue. Et je pense que moi, plus jeune,
ça aurait été sa plus grande crainte. De dire, OK, tu entreprends, tu réussis à entreprendre à l'étranger, mais à quel prix? Est-ce que tu es resté fidèle à toi-même, à nous-mêmes? Donc, si je me parle à moi-même, est-ce que tu es resté fidèle à l'éducation que tu as reçue de tes parents, aux valeurs que tu as reçues, ou alors est-ce que tu as dévié totalement? Et sur ce point-là, je pense qu'il serait fier de la cohérence. Wow. Content d'entendre. C'est ça. Ben, merci, Jeff. Merci à toi, frérot. Ben, merci, les gars. C'était super touchant. Puis je pense que y a définitivement, on a besoin des gens comme toi qui vont donner lumière parce que il y a énormément de négativité qu'on peut voir dans les médias sociaux. Je pense que les médias traditionnels aussi, mais avec toute la violence, les mauvaises influences, tout ce qui se passe, c'est facile pour n'importe qui est genre dans cette jeunesse-là de perdre espoir ou se dévier de peut-être ses valeurs. Mais des individus comme toi qui viennent ici, vraiment très nobles, authentiques aussi, avec ces approches, on en a besoin de plus en plus. On a besoin d'être plus verbal sur ça et aussi vraiment peut-être comme ouvrir les portes au prochain. Et ce que je comprends bien, c'est que tu es destiné vraiment à faire la différence et que pour plus tard, on va se rappeler de toi pour justement les bonnes choses. Super, ben, merci beaucoup. Merci à toi. J'apprécie beaucoup. C'était cool. It's a wrap, guys. Yellow Sea Podcast. Let's go.